Deux tankers. Mercredi, dans le détroit d'Ormuz, il est passé exactement 2 tankers. 2. Alors, pour information, avant la guerre, il en passait plus ou moins entre 130 et 140 par jour. Le détroit d'Ormuz, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui et qui débarquent de Koh Lanta, c'est le robinet par lequel transite 1/5 du pétrole de la planète. 1/5. Et ce robinet, aujourd'hui, il est fermé à 98%. Et vous savez ce que Wall Street a fait de cette information hier ? Eh ben, rien. Absolument rien. Le S&P 500 a clôturé sur son 3e plus haut niveau de tous les temps et le baril, lui, se traîne toujours 20% en dessous de ses sommets du mois de juillet. Alors, ou bien je suis en train de rater un truc énorme, ou bien on est en train d'assister à l'un des plus beaux exercices de déni collectif que j'ai vu depuis, allez, disons 2007. Et le plus fou, c'est que je peux vous expliquer exactement pourquoi ça tient et surtout ce qui peut le faire péter. Alors donc, restez jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a plein de trucs à se dire. Bienvenue dans ce Morning Bull Live. On est le vendredi 7 août 2026 et je suis Thomas Veillet. Hier, il faisait une chaleur à faire fondre des serveurs et on va parler d'une séance boursière où il ne s'est absolument rien passé. Ou en tous les cas, pas grand-chose. Et en plus, avec des volumes nettement en dessous de la moyenne. Les gens sont clairement en vacances. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors il faut que je vous plante le décor. On est en plein mois d'août, il fait une chaleur écrasante, on est arrivé au stade où on se réjouit presque des pluies du mois de novembre. Et hier, pendant un bref instant, je me suis même surpris à regarder une fourrure polaire avec envie en me demandant quand c'est que je pourrais la remettre. D'ailleurs, d'où le bonnet aujourd'hui. Et par ce genre de température, on a vraiment l'impression que les marchés le ressentent et qu'ils n'ont pas envie, qu'ils ont mis la clim et qu'ils profitent juste d'un peu de fraîcheur. Bon, ou alors, hypothèse concurrente, c'est simplement parce que Trump n'a menacé de détruire personne depuis 24 heures et qu'on attend les chiffres de l'emploi américain qui tombent cet après-midi à 14h30. Et que dans le doute, ne rien faire reste peut-être la stratégie la plus intelligente. Alors, le marché, il a fermé sa gueule hier. Le Dow Jones a lâché 464 points, ce qui met fin à 5 séances de hausse d'affilée. Le S&P a reculé de 0,18% en clôturant quand même, je le répète, sur son 3e plus haut niveau historique. Et puis alors, le Nasdaq a bougé de 0,06%, ce qui statistiquement s'appelle, en termes boursiers, ne rien foutre. En clair, un tiers de Wall Street semble être déjà en week-end, ou pire, en vacances. Mais maintenant, regardez quand même la mécanique interne, parce que c'est là que ça devient intéressant. Sur les 503 valeurs du S&P 500, oui, 503, à cause des classes A et B de certaines actions, sur ces 503 valeurs, donc, 299 ont terminé dans le rouge. 6 actions sur 10 se sont fait ramasser et l'indice n'a pas bronché. Pourquoi ? Eh bien, bien évidemment parce que les quelques mastodontes qui pèsent un tiers de l'indice, à eux seuls, ont tenu la baraque. Voilà l'image que je veux que vous gardiez en tête pour toute la vidéo. On a un indice qui tient debout grâce à 7 ou 8 valeurs, pendant que le reste de la classe est en train de limite se noyer dans la flotte. Alors maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle d'un marché qui n'a rien fait ? Parce que la semaine dernière, il a fait énormément. Depuis vendredi dernier, 5 séances de hausse consécutives, le Dow Jones a grimpé de 2755 points, le S&P 500 a pris plus de 5%, la tech presque 11%, et tout ça reposait sur une seule idée, un seul concept. Je vous la fais en 3 secondes, c'était Hormuz allait rouvrir, donc le pétrole allait s'effondrer, donc l'inflation allait rentrer dans le rang, donc la Fed allait pouvoir baisser les taux, et donc on allait pouvoir relancer un marché de l'emploi qui a, pour le moment, la vigueur d'un spaghetti trop cuit. Voilà, 5 séances, 2755 points sur une phrase prononcée à la télévision par le secrétaire au Trésor et qui disait en gros que ce fameux accord sur Hormuz, ça pourrait tomber mercredi. Mercredi. Alors, mercredi, pour ceux qui ne savent pas, c'était avant-hier. Il ne parlait pas de mercredi prochain, il parlait de mercredi avant-hier. Ça pourrait tomber mercredi. Et c'est là que je vous rappelle un truc que 30 ans de marché m'ont appris. Entre accord pourrait être annoncé mercredi et un accord qui est signé, il y a une nuance, une énorme nuance, une très très grosse nuance, et cette nuance, elle s'appelle la réalité.
Alors mercredi, Téhéran a donc annoncé effectivement une entente avec Oman, pas avec les États-Unis, mais avec Oman, et le marché a donc acheté. Tout le monde était plutôt hyper content. Mais puis jeudi, donc hier, quelqu'un a eu la très mauvaise idée de publier le texte de cet soi-disant accord, le fondement de l'accord de réouverture du détroit version Téhéran. L'agence de presse iranienne Fars a sorti le brouillon et là, on a découvert le contenu. Premièrement, les navires américains et les navires israéliens seront interdits de passage. Ça commence plutôt bien. Deuxièmement, les navires des pays ayant causé tort à l'Iran, eux aussi seront interdits, et ça jusqu'à que les 10 pays, y compris les Américains et les Israéliens, aient versé des compensations aux Iraniens. Troisièmement, ceux qui violeraient l'accord écoperaient d'une amende pouvant aller jusqu'à 20% de la valeur de leur cargaison. Alors personnellement, je me réjouis sincèrement de voir le type qui va aller présenter la facture à Washington. Toc toc toc, bonjour, c'est pour l'amende que vous inflige le gouvernement iranien. Est-ce que je vous donne mon IBAN? Pom, pom. Donc pour résumer, on nous a vendu la réouverture d'une autoroute maritime internationale et on nous livre un péage privatif avec contrôle d'identité à l'entrée, amende au kilo et déviation obligatoire par un couloir géré par l'Iran. Washington a donc répondu dans la demi-heure, je cite, « Aucune approbation, aucune permission, aucun péage, aucun frais, aucun. » En gros, ils acceptent rien, ils refusent tout en bloc. Ce qui, en langage diplomatique, veut dire votre brouillon, là, vous pouvez vous en servir pour aller allumer le barbecue ce week-end. Hein. Ou alors, dans le cas où vous êtes écologiste ou vegan et que vous ne faites pas de barbecue, pour préserver la couche d'ozone, vous pouvez aussi vous le fourrer où je pense. Résultat immédiat sur les écrans, le Brent est remonté, là il est à 83,59 et le WTI se balade autour des 78,15. Et c'est ce rebond du pétrole qui a plombé toute la séance américaine. Voilà, vous avez le lien de cause à effet de la journée. Elle est pas belle la vie expliquée sous cet angle, mais le meilleur quand même, c'est la réaction du chef négociateur iranien. Il a résumé la semaine sur X avec une formule que j'aurais adoré pouvoir écrire moi-même. Attaque massive imminente? Ah non, attendez, ils veulent négocier. Attaque massive imminente? Ah non, attendez, ils veulent négocier. Attaque massive imminente? Ah non, attendez, ils veulent négocier. C'est de la diplomatie de théâtre en boucle. Voilà, alors je vous laisse méditer là-dessus 2 secondes, hein. Quand c'est le régime des mollahs qui vous explique publiquement que vous en faites trop dans le spectacle diplomatique et que basiquement vous êtes juste un clown, c'est qu'on n'est peut-être pas tout à fait prêt à signer quoi que ce soit. Et puis l'accord de mercredi sera peut-être mercredi du mois d'août, mais 2027. Hein. Et pendant que les chaînes financières débattaient doctement de la formulation du paragraphe 4 de l'accord cadre avec des cartes de la région en fond d'écran et des experts qui sont exactement les mêmes experts qu'ils avaient pour le Covid, il y a un chiffre que personne ne montre, c'est le trafic réel. 2 bateaux. Mercredi, la veille, ils étaient 8, avant la guerre, 130 à 140, et là, on est à 2 bateaux par jour. Et à Bab el-Mandeb, l'autre grand goulot d'étranglement de la région, on est descendu à 1 navire, contre 20 la veille. Et là, je continue parce que la liste vaut le détour. Hein. L'Arabie Saoudite se prépare à des attaques coordonnées multiples des milices irakiennes alliées aux Houthis. Et les Houthis ont déjà tapé 2 pétroliers saoudiens dans le golfe d'Aden. L'Ukraine a détruit 2 raffineries russes dans la nuit. Et là, celui-là, il est magnifique. Les importations américaines de brut saoudien sont tombées à 0 au mois de juillet, pour la première fois depuis 1985, 0 importation depuis chez les Saoudiens. 41 ans! Franchement, c'est pas le genre de nouvelles qui donne envie d'aller shorter le baril là tout de suite. Hein. Et pourtant, le Brent reste quand même 20% en dessous de ses sommets de fin juillet. Alors, la vraie question de cette vidéo, c'est celle-là. Comment est-ce que c'est possible? La réponse, elle est presque simple, elle est presque un peu inquiétante. Le marché ne cote pas la réalité, le marché cote l'histoire qu'il sait raconter. Il a décidé que la paix était acquise, il a acheté sur cette base-là, et maintenant, il refuse d'être dérangé par les fêtes. Parce qu'accepter les fêtes, ça voudrait dire admettre qu'on a peut-être payé un peu trop cher. Mais il faudrait quand même pas que ça dure trop longtemps. C'est exactement le comportement du troupeau, il ne baisse presque pas sur les mauvaises nouvelles, et il cartonne comme un fou sur les bonnes. C'est un biais cognitif bovin, donc on va pas trop se plaindre en ce moment.
Deuxième absurdité de la journée, et celle-là, je la trouve plutôt savoureuse, c'est les taux d'intérêt. Souvenez-vous, quand Kevin Warsh a été nommé à la tête de la Fed, on nous l'a vendu comme le type qui allait baisser les taux à la demande sur un simple coup de fil depuis le bureau Oval. En gros, le banquier central télécommandé idéal. Résultat, 8 mois plus tard, le Financial Times rapporte qu'il serait prêt à les monter dès septembre si l'inflation se raffermit. C'est pas franchement une grosse surprise, mais bon, ça tourne presque à l'officiel quand c'est le FT qui l'annonce. Les futurs donnent aujourd'hui 55% de probabilité à une hausse des taux en septembre, contre 80% en juillet. Et pendant ce temps-là, une petite chorale d'analystes, d'économistes, de stratégistes se met à chanter exactement l'inverse et parle maintenant de baisse des taux. Même données, même moment, deux conclusions rigoureusement opposées. Chacun choisit sa version, bien sûr, et personne ne changera d'avis avant d'y être forcé. Néanmoins, il faudra noter qu'en août 2026, avec une inflation autour des 4%, un pétrole à 83, le détroit d'Ormuz fermé, il y a un petit village d'irréductibles analystes qui se sont dit que finalement, la Fed pourrait bien baisser les taux. Oui, vous avez bien entendu, baisser les taux. Alors, on va quand même décortiquer ça parce qu'elle est magnifique. Il y a encore quelques semaines, encore hier, Wall Street se demandait combien de fois Kevin allait devoir monter les taux pour calmer l'inflation. Et maintenant, certains commencent donc à parler de baisse de taux. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le marché obligataire est peut-être en train de faire le boulot de la Fed à sa place. Le 10 ans américain a remonté à 4,64, le 30 ans est au plus haut depuis 2007, et les conditions financières se resserrent toutes seules. Pendant ce temps-là, l'emploi ralentit. Aujourd'hui, on attend 97 000 créations de postes et 4,2% de chômage, et c'est là que ça devient pervers. Si l'emploi est légèrement plus faible que prévu, mais pas suffisamment pour annoncer une récession, Wall Street pourrait adorer parce qu'on aurait du coup le scénario parfait, croissance correcte, inflation qui ralentit, bon ça faut le dire vite, marché obligataire qui fait le sale boulot, et Fed qui n'a plus besoin de monter les taux, et potentiellement qui pourrait donc les baisser dès début 2027. Ah bah évidemment il reste juste un tout petit détail, un tout petit, une bricole, 3 fois rien, le pétrole et l'Iran. Non, parce que si le pétrole repart à $100, on pourra ranger les baisses de taux dans le même tiroir que les accords de paix sur Hormuz. Mais si le pétrole se calme, et que l'emploi ralentit gentiment, alors Wall Street pourrait passer très rapidement de « la Fed va monter les taux » à « putain, la Fed va baisser les taux ». Et selon le Barron's, dans ce scénario-là, le S&P 500 pourrait carrément, attendez, c'est hyper agressif, préparez-vous, le S&P 500 pourrait carrément aller chercher les 8000 points. Ouais, bon, 8000 points, c'est pas non plus un feu d'artifice, parce que là, on est à 7700, pas de quoi se rouler dans le caviar pour fêter ça. À la limite, dans les œufs de l'ombre, mais pas plus. Comme quoi, à Wall Street, il suffit parfois d'un mauvais chiffre de l'emploi pour passer d'une hausse des taux à une nouvelle fête du slip. Bon, on n'y est pas encore, on en reparlera d'ailleurs demain dans le Swiss Bliss. Et puisqu'on parle de taux, il faudrait que je vous raconte quand même le truc d'hier. Alphabet est allé faire les poches du marché obligataire. Ils ont été demandés 25 milliards de dollars via une nouvelle émission obligataire avec des maturités allant de 2 à 40 ans. Et ils ont reçu 115 milliards de demandes. 115 milliards. Donc le type le plus riche de la classe fait la manche et il y a encore la queue jusqu'au bout du couloir pour lui filer du pognon. Deux choses là-dessus. La première, c'est que peu importe les doutes ambiants sur l'IA, quand un nom pareil comme Alphabet se présente, on donne tout ce qu'on a. La seconde, c'est qu'avec plus de 750 milliards de dépenses d'investissement annoncées cette année par les hyperscalers et au moins 1000 milliards en 2027, on n'a pas fini de voir des Max 7 venir emprunter du pognon. Et ça, c'est le vrai sujet de fond. C'est plus la Fed qui encadre la fête, c'est le marché obligataire qui fait le jeu. Hier, autrement, Honeywell Aerospace s'est pris 23% dans les dents après des chiffres dégueulasses. Applevin, on en a parlé hier, perdait 20% durant la séance. HubSpot, moins 19%. Et Datadog, moins 19% aussi. Alors, on va s'arrêter 2 secondes sur Datadog parce que c'est un cas d'école, encore une fois, un cas d'école absolu. Cette société a dépassé les attentes au 2e trimestre et elle a relevé ses prévisions annuelles. Paf! Moins 19%. Vous avez rendu une copie meilleure que prévu. Vous avez annoncé que la suite serait un conte de fées encore meilleur que prévu. Et on vous coupe un 5e de votre valeur. Le seul reproche dans tout ça, c'est que la marge brute ajustée était un tout petit peu en dessous des attentes. Bon, la règle de cette saison de publication, je vous la donne tout de suite, c'est
Jamais, quoi que ce soit des attentes, tu ne rateras. Nettement au-dessus des rêves les plus fous des analyses, tu publieras. Et aucune mauvaise nouvelle, tu n'annonceras. Autrement, défoncé, tu te feras. Mais le vrai feuilleton, finalement, c'est toujours la mémoire. SanDisk et Western Digital ont publié hier. Les deux ont battu les attentes sur les chiffres d'affaires et sur le bénéfice. Les deux. Résultat, Western Digital perdait 13% et SanDisk perdait 7%. Pourquoi? Eh bien, parce qu'avant la publication, Western Digital affichait 153% de performance depuis le 1er janvier et SanDisk 414%. 414% depuis le 1er janvier, depuis 7 mois pour un fabricant de mémoire flash. On ne parle même plus d'une biotech qui vient de guérir quelque chose. On parle d'un type qui vend des puces. Et c'est là qu'il faut comprendre le mécanisme. Quand un titre a été multiplié par 5 depuis janvier, c'est plus le consensus des analystes qu'il faut battre. C'est le rêve absolu, le fantasme absolu des actionnaires que les actionnaires se racontent dans leur bain le soir, sans oser le dire à voix haute. Et ce rêve-là, évidemment, personne ne le publie. Donc personne ne peut le battre. C'est un peu le principe d'une bulle, quoi. À un moment, la réussite devient le minimum syndical et il n'existe plus aucune bonne nouvelle possible. Vous ne pouvez plus gagner, vous pouvez seulement décevoir plus ou moins fort. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh ben, on va attendre encore un petit peu. À 14h30 tomberont les chiffres officiels de l'emploi américain pour le mois de juillet. On attend entre 80 000 et 97 000 selon les différentes banques d'affaires, contre 57 000 au mois de juin, avec un taux de chômage stable à 4,2%. Sachant que les inscriptions au chômage restent sous les 200 000 pour la 3e semaine consécutive, une série qu'on n'avait plus vue depuis la fin des années 60, si le marché du travail s'écroule cet après-midi, il aura fait ça très discrètement. Il faudra donc un chiffre ni trop chaud, ni trop froid, bien au contraire, pour que la fête continue, ce qui est à peu près, mot pour mot, la définition d'un miracle. Alors, on récapitule. On a un marché à 3 points de ses records absolus, un indice qui tient debout grâce à une poignée de titres, pendant que 6 actions sur 10 reculent. Des sociétés qui battent les attentes et qui perdent 20%, un capex d'intelligence artificielle financé à crédit, et tout au bout de la chaîne, un détroit par lequel passait 1/5 du pétrole mondial et dans lequel il est passé mercredi 2 bateaux. Et perso, à ce stade des négociations, je commence sérieusement à me demander s'il ne faudrait pas plutôt faire appel à Moïse pour nous ouvrir de nouvelles routes d'exportation. Statistiquement, ça me paraît vraiment une stratégie nettement plus fiable que des tractations entre 3 bras cassés et 2 bornes qui se détestent cordialement. Maintenant, c'est à vous de bosser, on like, on commente, on partage, on s'abonne et on revient demain pour le Swiss Bliss comme tous les samedis matins, bien sûr. Et puis n'oubliez pas d'aller voir la vidéo sur les folles aventures de Léopold Aschenbrenner de Situation Awareness. Je vous ai publié la vidéo hier, alors là aussi, on l'a fait tourner, on clique, on like, on fait tout ce qu'on peut. Le lien est aussi dans la description de la vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter, en plus du fait que nous sommes 105 000 sur la chaîne. Merci à vous et très bon début de week-end. Et pour ceux qui ont le temps et la patience, on se voit demain. Allez, bye bye! Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.